Un plaisir de vous retrouver à la une ce soir. Le retour au bercail du Cataclès, ce tabouret royal et sacré de l'ancien Danjuma. Les autorités béninoises l'ont reçu au palais de la Marina ce matin avec la signature de l'acte de restitution. L'œuvre revenue de Finlande a été dévoilée au cours de la cérémonie de transfert symbolique. Rondé, Kakloudé, Weglo et d'autres familles du plateau d'Abomey sont les lignées de sculpteurs attitrés de ce siège royal. Dans leur quotidien, la fabrication du cataclès aux dignitaires et têtes couronnées contemporains, on découvre ce métier héréditaire perpétué dans ce vent de l'actualité de la restitution. Un nouvel ouvrage paraît au sujet de la condition de la femme en société moderne au Bénin. Un étalon ne se perd pas est le titre de ce livre écrit par Rangadaou Zakari. L'œuvre traite des péripéties liées à l'insertion professionnelle d'une jeune femme compétente. La Finlande a officiellement restitué le cataclès au Bénin ce jour. C'est une 27e œuvre royale pillée par la France du temps de la colonisation qui revient sur sa terre d'origine plus de 133 ans après. Il y a 3 ans que ce tabouret a été localisé au Musée national de Finlande suite à un travail de traçabilité adossé au mécanisme de coopération internationale entre les institutions muséales. La cérémonie de restitution s'est tenue au palais de la Marina à Cotonou. Elle a été marquée par le dévoilement de l'œuvre, son transfert symbolique, puis la signature de l'acte de restitution par le ministre béninois de la Culture et la ministre finlandaise des Sciences et de la Culture. Je vous propose ici de suivre un extrait des propos de Marie-Léna Talvici qui revient sur les coulisses de cette restitution. La restitution du cataclès témoigne de la coopération excellente qui existe entre les deux pays. Le cataclès est arrivé en Finlande à travers un système d'échange de collections avec la France, et c'était en 1939. L'histoire du cataclès pendant des décennies était inconnue, et c'est grâce à des recherches que nous avons finalement pu confirmer que le cataclès avait été pris à Abomey lors de la campagne militaire française. Ce retour également témoigne de la coopération active qui existe entre le Bénin et la Finlande. Mon ministère a travaillé en étroite collaboration avec le Musée national de la Finlande pour rendre ce moment possible et j'en suis particulièrement heureuse. Les deux membres du gouvernement béninois présents à cette cérémonie de restitution du cataclès ont apprécié l'aboutissement de cette diplomatie culturelle active entre les deux États. On va écouter Olusegun Ouajadi Bakari des Affaires étrangères et Jean-Michel Abimbola du tourisme, de la culture et des arts. Il a l'air petit, mais que de symboles, que de force, que de puissance, que de rayonnement à l'international. C'est de la profondeur et de la richesse des traditions ancestrales qui ont donné un sens et une vie au cataclès. C'est de tout cela que nous devons nous rendre compte ce jour face à l'œuvre. À travers la signature de l'accord de restitution, nous voudrions affirmer la solidité de notre engagement commun à encourager le retour, la circulation et l'accès au patrimoine culturel des peuples. Nous marquons notre unité à défendre ensemble la sauvegarde et la révélation du patrimoine culturel matériel et immatériel. Maintenant, c'est l'épilogue et nous avons le regard tourné vers d'autres chantiers de restitution, de retour et de circulation. Mais nous avons surtout d'autres chantiers désormais de coopération culturelle et au-delà avec notre partenaire, la Finlande. Ce moment est un moment symbolique pour la relation entre la Finlande et le Bénin. La culture ouvre des portes, établit des liens, crée des ponts. Et aujourd'hui, à partir de ce pont bâti autour de notre histoire commune, nous allons essayer de construire plus dans la relation avec la Finlande. Canal 3 Bénin vous fait découvrir ce meuble de type particulier, le cataclès. C'est un symbole de pouvoir et d'autorité dans le royaume de Danjuma, utilisé aujourd'hui par les rois et autres dignitaires d'Abomey. Il prend plusieurs formes. Immersion dans le monde de ceux qui confessionnent le cataclès. Notre guide de circonstance, Imet Hélène Amoussou.
Dernier de s'aligner à s'accrocher à la confection de tabourets du genre utilisés par les dignitaires et autres têtes couronnées, Guy Hundo finalise ici les dernières retouches d'un siège avant vernissage et livraison de sa commande. Comme les Hundo, d'autres familles avaient à charge de sculpter les sièges pour les rois et leurs dignitaires. On peut citer les Hueglo, Kakoudé, Donvide et bien d'autres. Il y a la famille Donvide, il y a la famille Kakoudé, il y a la famille Hueglo. Même il y a aussi, bon, je ne sais pas si ils nous disent qu'ils font aussi des objets en bois. Mais je ne sais pas s'ils font des kataké, les sosadédés. Il y a des familles qui ont sculpté les trônes des rois et qui se trouvaient autrefois à Sogbodomé. Ces familles se sont déplacées actuellement et se trouvent à Gbanamé, dans la commune de Saint-Yando. Les familles d'Ovide de Gbanamé qui ont servi les rois dans la production des trônes. Attributs de pouvoir et symboles d'autorité, les sièges dans le royaume du Dahomey sont de diverses formes et respectent un ordre. Les sièges sont à peu près au nombre de 3. Les sièges d'abord qui ont été utilisés par les rois, on les appelle Singpo Tchandeme. Ce sont des trônes, des véritables trônes, sculptés en une pièce. Il y a un trône spécial qui sert à l'intronisation du roi de Dahomey. Et ce trône-là n'habite pas à Gbomé. On peut trouver ce trône à Sogbodomé, dans la maison de Djoli. Ce trône vient à Gbomé seulement qu'on veut introniser le roi de Dahomey. C'est aussi Djandémé, mais d'une autre qualité. Et puis, il existe aussi des trônes au niveau des ministres, des chefs des villages, des chefs de coutume et les chefs de culte. On appelle ces trônes-là Katake. Le roi se sert des trônes. Si c'est Katake, peut-être à l'intérieur du palais, dans sa famille. Mais à la vue du peuple, le roi est toujours sur Djandémé. Bas de taille, Katake, comparé au trône royaux, sert de siège au prince, ministre du roi, chef de collectivité, de culte et autres dignitaires. Les distinguer dans l'ordre hiérarchique fait appel à une codification basée sur des figures géométriques. Il en a de 3 pieds et de 4 pieds. De 3 pieds est utilisé par les hommes et de 4 pieds est utilisé par les femmes, c'est-à-dire les nains, toutes les sortes de nains. Et les kataké sont fabriqués à Abomey, dans les familles Hueglo, à Mouyon. Si vous voulez distinguer les tabourets, quand le tabouret est déposé, vous allez voir les figures géométriques. C'est ces figures géométriques qui indiquent si c'est le ministre, le chef de village ou le chef de culte qui a utilisé. Vous voyez? Ces figures géométriques sont différentes. Il y a des rectangles tracés dans des rectangles qui indiquent d'abord les princesses. Des rectangles qui ont à ces 4 côtés de petits rectangles aussi. C'est les ministres, ça. Et des ronds dans des rectangles sont utilisés par les chefs des villages. Les Vaudouans ont un rond tracé de diamètre. La hauteur la plus grande est de 70 cm pour les kataké. Et diminue, il y en a de 60 cm, de 40 cm et de 10 cm. Il y en a encore de 6 cm utilisés par les Bokono. Pour introniser les DA, les chefs de la collectivité, on utilise ça. Pour introniser les NA aussi, on utilise ça. La hauteur standard, c'est 40. Il y a des gens qui n'aiment pas cette hauteur. Il y a des gens qui disent de faire 35. La sculpture de siège est un savoir-faire autrefois privilégié. Avec la modernisation et la mondialisation, elle risque de disparaître si rien n'est fait. Preuve de l'ingéniosité artisanale de nos aïeux, ils hugent de prendre des dispositions en vue de sa revalorisation. Et voilà. Un étalon ne se perd jamais. C'est le titre du premier livre de Rangaoudou Zakari, une jeune écrivaine béninoise originaire de la Donga. L'ouvrage de type roman qui raconte le combat d'une jeune fille contre les barrières sociétales a été officiellement lancé le week-end dernier à Cotonou. Les détails de la cérémonie. Nous découvrons
Voici l'œuvre que parents, proches, amis et autorités traditionnelles sont massivement sortis pour propulser. Un étalon ne se perd pas, traite d'une variété de sujets gravitant autour de la chaîne féminine. La question de l'inscription des filles à l'école, les rapports entre la tradition et la modernité, le devoir d'objectivité dans l'appréciation de la situation qui est faite de la femme aujourd'hui dans nos sociétés. Aboutissement d'un projet démarré en 2022, l'ouvrage fait voyager son lecteur à Séméré, un arrondissement de la commune de Ouaké, pour lui narrer entre scolarisation et émancipation la résilience d'une fille à Kébi face à l'opposition de la femme, mais aussi celle de l'homme. Et cette rencontre décevante entre l'héroïne et une ministre qu'elle appréhendait comme une opportunité d'insertion professionnelle est assurément un épisode évocateur. Et elle vient, on lui donne rendez-vous à 10h, elle vient vraiment un peu avant l'heure, et elle attend de 10h jusqu'à 17h. Et quand enfin Madame la ministre entre, et que la conversation commence, elle dit, bon, j'ai des compétences et je pense que je pourrais les mettre à votre service. Et Madame la ministre de réagir. Si vous avez des compétences, pourquoi n'allez-vous pas concourir? Quand vous allez lire le roman, vous allez vous rendre compte que c'est une petite fille qui est un peu turbulente et elle disparaissait, réapparaissait et finalement sa grand-mère lui a dit, toi regarde-moi, où que tu ailles, tu reviendras ici parce qu'un étalon ne se perd pas. Ce nouveau bébé de la scène littéraire béninoise a bénéficié lors de sa conception d'un double parrainage, celui du politique Hippolyte Arondemain et celui du Grand Prix littéraire du Bénin 2024. Ce dernier se fond en témoignage. Elle n'est jamais fatiguée. Et dès que vous donnez une idée, elle peut donner 3 de suite. Ouais, vraiment elle est prolifique. Au terme d'une haletante vente à l'américaine, Madame Akilat Idrissou Yerima s'offre le premier exemplaire de Un étalon ne se perd pas pour un montant de 555 000 francs CFA. D'un volume de 220 pages, le roman de la première écrivaine du département de la Donga est accessible à 5 000 francs CFA sur le marché. L'autorité de régulation du secteur de la santé se satisfait de l'organisation de la semaine d'activité marquant la célébration de la Journée mondiale de l'hygiène des mains, les webinaires journaliers, l'évaluation de l'état des infrastructures et les autres actions menées valent approbation à l'heure du bilan. Les membres de ces commissions et autres cadres de l'ARS se sont prêtés à l'exercice de reddition de comptes au cours d'une conférence de presse. Florence Bossa et Rachidi Souberou y ont assisté. La Journée mondiale de l'hygiène des mains vise à souligner l'importance d'appliquer des mesures efficaces d'hygiène des mains ainsi que de prévention et de lutte anti-infectieuse sur le lieu des soins. Cette rencontre avec les professionnels des médias a été l'occasion pour les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé de faire le bilan des activités menées au cours de cette semaine que l'instance a dédiée à l'observance des règles de l'hygiène dans les formations sanitaires. Dès le premier jour, il y a le message de lancement de la semaine qui a été par le président de l'ARS. Ce message a permis non seulement de communiquer notre programme, mais également de donner déjà quelques indications, quelques mesures. La deuxième grosse activité, c'est l'évaluation de l'état des infrastructures. La troisième et très grande activité, c'est les webinaires journaliers. Nous avons choisi des messages chaque jour par jour, adressés aux responsables des établissements de santé. Nous avons envoyé des équipes. D'abord au Chic à côté, vous savez que c'est l'hôpital de référence qui vient d'être là, et pour les accompagner et animer une communication à l'occasion de cette journée. Le thème retenu cette année est « Les gants parfois, mais l'hygiène des mains toujours ». L'hygiène des mains permet donc de sauver des millions de vies chaque année lorsqu'elle est pratiquée au bon moment et à la bonne manière dans le cadre de la prestation de soins de santé. L'importance de l'hygiène des mains, lorsqu'on ne fait pas cette hygiène-là, on augmente le taux d'infection nosocomiale. Et cette étude nous a permis de mobiliser tout le monde pour dire qu'il faut vraiment que nous lavons les mains avant d'entrer dans le service, avant de faire les soins à un enfant, entre deux soins et même en sortant du service. En se lavant les mains correctement,
nous empêchons la transmission des bactéries, nous évitons les infections et nous réduisons l'usage excessif des antibiotiques. L'observance des règles de l'hygiène des mains doit demeurer une lutte quotidienne car elle protège les patients ou clients, les familles ou les fournisseurs de santé. Le maintien d'une bonne hygiène des mains réduit le risque d'introduction de bactéries ou de virus nocifs et favorise un environnement plus sûr pour toutes les personnes concernées, ont souligné les conférenciers. La faculté des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi présente ses lauréats des filières d'élite. C'est une première dans l'histoire de l'entité. La cérémonie de sortie a révélé les offres de formation de la FASEG ainsi que les diplômés qui ont brillamment réussi ce parcours sélectif. Il s'agit des étudiants des promotions 2020 à 2024. Jean-Anthony Kpo, Hugues Vinibé. Licence en économétrie et statistiques appliquées. Licence en sciences et techniques, comptables et financières. Il s'agit des 2 filières d'élite concernées par cette cérémonie. Elles ont été créées en 2017 dans le souci de répondre aux besoins du marché et de poursuivre l'évolution des sciences. La première rentrée des 2 filières d'élite a eu lieu dans le mois d'octobre de la même année. Ces 2 filières sont un levier très important, voire une force de travail perçue comme un facteur de travail essentiel au développement des entreprises en soutien à la croissance économique dans notre pays. Depuis la création de ces formations, 5 promotions de diplômés ont été formées et mises sur le marché de l'auto-emploi. À cette cérémonie, ils sont 100 lauréats à recevoir chacun des lettres de félicitations. Cette formation nous a seulement non transmis des compétences techniques, mais elle nous a également inculqué une pensée critique essentielle dans les domaines de l'économie et des politiques publiques. Nous exprimons toute notre gratitude pour votre soutien indéfectible, votre vision stratégique et votre engagement envers l'excellence académique. Grâce à votre leadership, cette filière s'est imposée comme un véritable modèle d'enseignement de qualité. Cette première cérémonie de sortie des lauréats des filières d'élite de la FASEG a eu pour parrain le recteur honoraire, professeur Maxime Dacruz. Son allocution est essentiellement constituée de mots d'encouragement et de bénédiction. Certaines et certains parmi vous feront le choix d'entreprendre. Vous avez ma bénédiction, car l'Afrique a besoin de bâtisseurs, de jeunes capables de créer des solutions, d'identifier des besoins, d'innover avec responsabilité et de prendre des risques calculés. Notre avenir, c'est vous. La faculté des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi est une unité de formation et de recherche spécialisée dans les domaines des sciences économiques et de gestion. L'enjeu principal des offres de formation d'élite est de renforcer les compétences et l'employabilité des lauréats. L'unité moderne de transformation du soja réalisée au profit des femmes de l'EMA dans la commune de Dassazouma est désormais mise en service. Elle a été inaugurée à la suite des infrastructures de ce type réalisées à Djidja et dans Zobodoma par le projet d'appui au développement des filières protéiniques PADEFIP. L'unité va améliorer les conditions de travail des groupements et optimiser la qualité de production. Imet Elena Moussou. L'unité est réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières protéiniques PADEFIP. L'infrastructure est désormais mise à la disposition des femmes transformatrices du soja de l'arrondissement de Lema à Dassazouma. Elle est composée de plusieurs compartiments, d'un extracteur performant, un forage équipé d'une pompe et d'un système d'épuration des eaux usées. Cette unité, c'est un espace de production mutualisée équipé de 2 vestiaires, 4 magasins de stockage de matières premières et d'autres équipements de transformation. Elle est dotée de 4 unités de 2 foyers améliorés chacun et d'espaces dédiés aux différentes opérations, pesage, dépéculage, lavage, trempage et extraction. L'unité est dotée d'un bloc sanitaire à 2 cabines, une boutique de vente, un espace de stockage de bois et une unité d'épuration des eaux usées. L'AFD se réjouit donc d'être à vos côtés pour la remise de ce joyau qui, nous espérons,
contribuera à la structuration effective du marché local. Et l'AFT tient à féliciter la coopérative de transformatrices. La construction de cette unité moderne de transformation est financée par l'Agence française de développement avec pour objectif d'améliorer les conditions de travail des femmes et garantir une production hygiénique plus optimale du fromage de soja. En complément, 70 kits de transformation artisanale ont également été distribués à des groupements féminins du département des Collines. Le coût global des investissements est estimé à environ 70 millions de francs CFA. Chers partenaires et parties prenantes, soyez rassurés, nous sommes disponibles en collaboration avec les responsables des services déconcentrés de l'État à trouver des solutions les plus appropriées aux éventuels goulots d'étranglement qui surviendraient durant l'utilisation de ces infrastructures réalisées à grands frais. L'industrialisation a été et est une réalité pour notre pays, mais on ne peut pas faire l'industrialisation à grande échelle et oublier l'industrialisation locale. Par rapport aux kits que vous recevez, il faudrait les entretenir de la même manière que vous aurez à entretenir l'unité de transformation. Tout en invitant les bénéficiaires à une utilisation judicieuse, les différents intervenants ont également mis l'accent sur la nécessité d'assurer la maintenance des équipements ainsi que la salubrité du cadre de production. Ainsi s'achève ce journal. À 20h, l'info continue. Deux invités, deux confrères avec Wahab Alikbara ce soir, Kazimik Bejor et Eric Guédénon. Merci de nous rester fidèles.